Saviez-vous que 10 ans après le 11 septembre, des islamistes s'apprêtent à ériger une mosquée de la victoire sur les ruines du World Trade Center? We are afraid in our own country of the people that we've embraced here. Everybody knows who's trying to kill us. Vous ignorez encore que des milices musulmanes ont interdit le jambon et installé la charia à Paris? L'islam étant quelque chose qui nous menace, que des gens puissent ne pas être islamophobes, en France, ça me sidère. Il semblerait aussi qu'une conspiration islamo-bolchevique se prépare à s'emparer de toute la planète, du Botswana jusqu'au Groenland. C'est une bataille permanente, vous savez, celle entre le bien et le mal. Les amateurs d'apocalypse savent à quoi s'en tenir. Voici venu le temps de l'Antéchrist, et il viendra du monde musulman. Aux États-Unis et en Europe, une étrange coalition surjoue le choc du 11 septembre et amplifie la peur de l'islam. Peu à peu, une partie de la population verse dans la haine ouverte à l'égard de tout musulman. J'étais horrifiée. J'avais vraiment très peur. Amérique, tu dois comprendre, c'est le duel final. Le gagnant prend la planète. Quel rapport entre un hypermarché et une mosquée? Ce matin-là, devant la mairie de New York, nous avions un peu de mal à comprendre ce qui se jouait. D'un côté de la rue, des syndicalistes et des associations de consommateurs protestent contre l'ouverture d'un supermarché Walmart à Manhattan. Ils accusent l'enseigne Bon Marché de maltraiter ses salariés et détruire le petit commerce alentour. Hé, sac à merde! Sur le trottoir d'en face, une douzaine de conservateurs est venue défendre Walmart et condamner la construction d'une mosquée. Temple de la consommation contre lieu de culte islamique, peut-être les prémices d'une nouvelle guerre de religion. Même les manifestants étaient un peu perdus. C'est quoi le lien entre la mosquée de Ground Zero et Walmart? J'en ai aucune idée. Nous, on est là contre la mosquée Ground Zero. En fait, les ennemis de la mosquée se sont invités au rassemblement contre l'hypermarché pour faire entendre leur point de vue devant les caméras. Un point de vue simple, Walmart, c'est bien, l'islam, c'est mal. L'Amérique est en danger? Oui, il y a une armée d'esclaves qui va bientôt sortir des ghettos. Traitez-moi de folle, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Ils sont une armée. Dites-moi, en France, vous avez beaucoup de musulmans là-bas? Oui. Vous avez eu des émeutes, n'est-ce pas? C'est vrai. Et c'est parce qu'ils voulaient imposer la charia dans votre pays, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent tuer leurs filles et faire tout ce qu'ils veulent avec leurs femmes si elles n'agissent pas comme il le faut. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, ils essaient de l'imposer ici, dans ce pays. Il aura fallu 10 ans à l'armée américaine pour éliminer le commanditaire des attentats du 11 septembre. Al-Qaïda est décapité. La menace du terrorisme islamique sur le sol américain a été réelle, mais aujourd'hui, elle semble vraiment s'éloigner. On a attendu 10 ans pour ça. Justice est enfin rendue. Pourtant, en 2010, d'après un sondage Gallup, près d'un Américain sur 3 est convaincu que tous les musulmans soutiennent Al-Qaïda. Cette vision d'apocalypse est répandue dans le public par un réseau d'influence. Un réseau qui a aussi été entendu par le tueur d'Oslo. Rich, what's the plan? I'm not quite sure. I'm just waiting for Pamela to show up at the party.
So I'm going to get back over by the door because Where's Pamela? she's on her way. She's on the way. All right, we'll be right. Should we stay here, Robert? Celle qu'ils attendent tous, c'est elle, Pamela Geller. Pam Gellner, racist queen! We don't want your redneck dream! Pam Gellner, racist queen! We don't want your redneck... Pamela est le visage de la guerre contre l'islam aux États-Unis. We love your work. Thank you for what you do. You've been on my site. Yes, I've been many, many times. I'll be out here as much as I can. Pamela est la veuve d'un commerçant de voitures d'occasion impliqué dans une escroquerie bancaire. Avant de mourir en 2008, il lui a légué sa fortune. Le 11 septembre 2001 a transformé sa vie en croisade. Il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'extrémisme musulman. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas de différence entre un type d'Al-Qaïda et un musulman normal ? Il y a différents degrés dans le fondamentalisme. Mais le fondamentalisme, c'est l'islam. Dans le Coran, il est dit que ce sont les mots d'Allah. Donc il faut qu'ils disent « Ok, inventons un islam sans le Coran ». Mais non. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils doivent tuer tout le monde? Que ce sont les mots d'Allah qui leur donnent de tuer tous les non-musulmans? Non, mais vous demandez quelque chose d'impossible pour un musulman. De créer un islam sans Coran, c'est comme demander à un chrétien ou un juif de faire sans la Bible. Non, je ne leur demande pas de faire sans le Coran. Je leur demande de le comprendre de façon plus métaphorique. Pamela Geller est devenue une célébrité aux États-Unis. Sur Internet, où elle anime un blog très fréquenté, elle vise le statut de Lady Gaga anti-islam. Pamela sur son lit. Pamela à la plage. Et Pamela en bikini sur son balcon. En juin 2010, elle organise une manifestation contre la construction d'une mosquée à Ground Zero. Depuis, elle passe à la télévision régulièrement et martèle avec succès son message. Aujourd'hui, d'après un sondage du Time, 61% des Américains sont contre la mosquée de Ground Zero. Bizarrement, ce matin, personne parmi ses partisans ne connaît l'adresse exacte de la mosquée du scandale. Où est cette fameuse mosquée? Elle n'est pas construite encore. C'est tout près. C'est à un pâté de maison d'ici. Ground Zero, c'est ici. Sur ce terre-plein s'élevaient les 2 tours détruites lors des attaques du 11 septembre. Derrière la palissade, les machines-outils s'affairent, mais certainement pas à la construction d'une mosquée. Première constatation, l'expression est un tour de passe-passe, une formule publicitaire inventée par Pamela. Ce qu'elle appelle Ground Zero est un immeuble à 2 pâtés de maison qui a reçu quelques débris. C'est pas précisément sur le site du World Trade Center, c'est plutôt à 300 mètres. Un train d'atterrissage est tombé sur le bâtiment. Ce bâtiment a donc subi les attaques du 11 septembre. Ce n'est pas à 200 mètres. C'est Ground Zero. Cet ancien atelier textile abandonné doit laisser place à un institut culturel musulman de 13 étages, avec un terrain de basket, une piscine et un lieu de prière. Un lieu ouvert à tous et soutenu par le maire de New York et le président Obama. C'est ça les musulmans. Ils construisent des mosquées pour célébrer leur triomphe et la conquête de nouveaux territoires. L'islam aurait donc triomphé en Amérique. Robert Spencer est l'associé de Pamela. Ce grec orthodoxe se proclame spécialiste du Coran et se présente comme le cerveau du mouvement. Le cerveau, c'est le monsieur barbu avec la casquette de marin breton.
Vous pensez vraiment que l'Amérique est en danger d'islamisation? Oui, vraiment. Précisément parce que les gens n'en sont pas conscients. Mais des initiatives comme celle-ci prouvent la présence de l'islam aux États-Unis. Les gens ne comprennent pas que tout ça fait partie d'un plan secret des frères musulmans. Attendez, moi je vois aucun signe d'islamisation dans les rues. C'est parce que vous ne savez pas où regarder. Et vous ne savez pas ce que vous voyez quand vous le voyez. Ok, regardons un peu mieux les États-Unis en 2011. Ce qui saute aux yeux, ce sont les traces de la crise économique la plus violente depuis 1929. Des petits commerces ferment dans des villes autrefois dynamiques. Une population angoissée s'appauvrit de jour en jour. Chaque mois, 120 000 familles se déclarent en faillite. En 2008, la spéculation financière a désintégré 700 milliards de dollars. C'est après la grande crise de 2008 et l'élection de Barack Hussein Obama que l'Amérique profonde a commencé à prêter l'oreille à Pamela Geller et ses amis. Ils peuvent construire leur mosquée où ils veulent, mais pas à Grande Zéro. Admettons, pour de nombreux Américains, il peut être choquant de construire une mosquée à 300 mètres du World Trade Center. Mais à 2000 km de Ground Zero, est-ce que c'est plus facile? Nous partons pour le Tennessee. Nous voici au cœur de la zone la plus religieuse du pays, la ceinture biblique. Ici, les églises sont plus nombreuses que les fast-foods. Dans la tranquille petite ville de Murfreesboro, on bat des records. 252 temples et églises pour 100 000 habitants. Seuls les musulmans sont relégués dans une zone industrielle, juste derrière une pompe à essence. Pour faire comme leurs voisins chrétiens, ils avaient imaginé pouvoir se construire leur centre à eux avec un terrain de sport et une piscine. We have like a weekend school for the kids to teach them, basic religious. Saleh Benati est un notable local, un professeur respecté à l'université du Tennessee. C'est aussi l'un des leaders de la communauté musulmane. C'est lui qui a réuni les cotisations des musulmans pour bâtir la mosquée. Mais alors que les travaux venaient à peine de débuter, les musulmans de Murfreesboro allaient découvrir qu'ils n'avaient pas que des amis dans la ville. Soudain, leurs voisins venaient les dénoncer comme terroristes aux actualités régionales. You don't want a mosque in Murfreesboro? No. It's a training ground for jihad. That's what goes on there. That's where they gather to take over America. Et oui, les braves gens du Tennessee en sont convaincus. Si vous commencez par tolérer une mosquée, ils finiront tôt ou tard par défiler armés dans vos rues. La petite ville va se déchirer comme si sa survie en dépendait. Chaque nuit, le panneau annonçant la construction de la mosquée était vandalisé. À la mairie, des audiences publiques sont organisées. I was scared coming here tonight to even speak, which makes me so sad I can't even talk about it. That we are afraid in our own country of the people that we've embraced here. Everybody knows who's trying to kill us, and it's like we can't say it. My name's on the line. They're not going to come after me. Well, maybe they are. I don't know. Vous avez dû être un petit peu surpris de rencontrer une telle opposition. Exactement. C'était choquant, franchement. Personne ne s'attendait à ça. Ça fait 30 ans qu'on est ici. On n'avait jamais rencontré d'hostilité. Et soudain, toutes ces attaques, pas contre des musulmans en particulier, mais contre tous les musulmans. L'Amérique est une cible pour les djihadistes qui veulent nous envahir, nous tuer et prendre le pouvoir. Ils veulent prendre l'Amérique de force et nous réduire à l'esclavage en tant qu'infidèles.
Notre pays est assiégé. Ils ont étiqueté chaque musulman comme terroriste, sans regarder sa couleur politique ou s'il est un extrémiste religieux ou pas. C'est dur à avaler pour nous. La première des peurs des opposants à la mosquée, que le Tennessee ne devienne un califat islamique. Tout comme la France. Et oui, les Européens l'ignorent encore, mais à Murfreesboro, ils savent. L'Europe est d'ores et déjà soumise à la loi islamique. Nous devrions regarder ce qui s'est passé en France, un pays qui a adopté l'islam après avoir été trop indulgent à l'égard des musulmans. Les machines, les bulldozers étaient là-bas, stationnés au bout du terrain. Elles étaient toutes prêtes à travailler le lendemain, mais elles n'ont pas pu. Ils ont brûlé le dernier engin, dans le fond. Pour les opposants à la mosquée, ce sont les musulmans eux-mêmes qui auraient mis le feu au bulldozer. Vous croyez qu'ils sont responsables de l'incendie de leur machine? Oh oui, je crois que ça a été monté de toutes pièces. Ils l'ont fait pour attirer l'attention sur eux. Ces gens ont vraiment employé tous les moyens pour faire entendre leur point de vue. Vous n'avez jamais de doute? Vous ne vous dites pas qu'en empêchant la mosquée, vous aidez les radicaux plus que les modérés? Non. Nous défendons la justice et la vertu. Nous sommes Américains. Nous devons garantir la sécurité à notre communauté. Voilà l'imam de Murfreesboro. S'il veut vraiment réussir sa conquête du Tennessee, sans doute devra-t-il commencer par acheter un GPS. Can you please help me out finding this address? I find it. Pour l'instant, l'imam fait le tour des églises de sa ville pour gagner la confiance de ses voisins. Il veut prouver qu'il ne porte pas de pieds fourchus sous sa djellaba. Il est d'origine égyptienne, mais il rappelle qu'il a épousé une américaine. Ses beaux-parents ont d'ailleurs eu un peu peur de son prénom. Ils étaient inquiets. Pourquoi? Parce que non seulement leur fille épouse un arabe, mais en plus c'est un imam. Et il s'appelle Osama. C'était dur. Aujourd'hui, les travaux pour la mosquée ont repris, avec l'accord d'une majorité d'habitants de Murfreesboro, qui se sont souvenus que la tolérance religieuse est le socle de la Constitution américaine. Reste une question. Qui a mis dans la tête des tranquilles habitants de Murfreesboro que leurs voisins musulmans voulaient les transformer en esclaves? À 18h, allumez la télévision. Vous y découvrirez un certain Glenn Beck. Tous les soirs sur Fox News, Glenn Beck alerte des millions d'Américains. Du lundi au vendredi, il dénonce toujours la même conspiration. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gars? Les frères musulmans. Le Hezbollah, hein? Je l'ai mis où, le Hezbollah? Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut? Ils veulent tous la même chose. Ce gars, il veut, je ne sais pas moi, une nouvelle banque. Eux, ils veulent un califat islamique et eux, c'est le communisme ou le socialisme. Ils disent tous la même chose. Un nouvel ordre mondial arrive et le monde tel que nous le connaissons, le capitalisme, est fini. Glenn Beck a découvert le poteau rose. Des communistes, apparemment il en aurait trouvé, alliés à des islamistes, le tout généreusement financé par un milliardaire gauchiste et juif, George Soros. Après la pub, les troupes islamo-bolcheviques vont abattre le capitalisme mondial. Ils pourront créer le chaos et avoir leur nouvel ordre mondial. Petit rappel technique. Les musulmans représentent à peine 1% de la population américaine. Comment vont-ils s'y prendre pour leur confisquer leur carte bleue?
nous avons réussi à débusquer des membres du complot présumé. Les bureaux du lobby des musulmans américains sont situés à Washington, à quelques centaines de mètres du Congrès. D'après leurs détracteurs, le Conseil des relations américano-islamiques serait infiltré par les frères musulmans et le Hamas. Aujourd'hui, ils reçoivent des lycéens. Et au vu des photos sur le mur, il semblerait qu'ils aient aussi des sympathies pour des présidents républicains comme George Bush et des vice-présidents démocrates comme Al Gore. Le mystère s'épaissit. J'ai écouté M. Glenn Beck et il paraît que vous faites partie d'une conspiration pour un nouvel ordre mondial. Certains ont transformé le dénigrement de l'islam en petite entreprise industrielle. Ces islamophobes dévouent toute leur vie à la diabolisation de l'islam. Ils cherchent à marginaliser les musulmans américains. En tant que musulman, vous comprenez que certains Américains puissent être effrayés après le 11 septembre? Bien sûr, mais en tant que musulmans américains, nous sommes toujours vulnérables aux actes des autres. Si quelqu'un fait quelque chose de mal dans un pays lointain, nous le payons ici. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire à part condamner les actes terroristes? On n'est pas responsable de ce que font les gens tout autour du monde. Vous condamnez le terrorisme parce que vos adversaires disent que vous ne le condamnez jamais. J'ai pratiquement un tampon qui dit « Care », condamne tel acte et tel acte terroriste. Nous avons fait des dizaines et des dizaines de condamnations. En avril 2011, Fox supprime l'émission de Glenn Beck. Le patron de la chaîne a laissé entendre qu'il avait tendance à être un petit peu répétitif. Mais les tenants de la thèse du complot n'ont pas besoin de la télévision pour atteindre le grand public. Chez les évangélistes ultras, à l'église le dimanche matin, certains prédicateurs viennent expliquer aux fidèles que l'islam est diabolique et qu'il faut se préparer au tout dernier combat. L'un des plus célèbres est Walid Shoebat. Ce qui n'est pas son vrai nom. Il affirme être palestinien converti au christianisme combattant. Jean de Damas a assisté à la naissance de l'islam. Il a dit « Voici l'avènement de l'Antéchrist ». Autrement dit, il y a une continuité de l'Antéchrist du Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin, il y aura cet avènement de l'Antéchrist qui surgira du monde musulman. Quel choix avons-nous ? Un jour, je parlais dans une église et un fidèle s'est levé et a dit « Je ne me rendrai pas, monsieur. Je suis un Marine. Je me battrai. » Enfin, quelqu'un me donnait la bonne réponse. Vous savez que la Bible dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Bande de lâches. Vous savez combien il y a de traîtres dans l'église? Des tonnes. Alors que nous l'interviewons, Walid Shoebat tente de modérer un petit peu son discours, mais un peu seulement. Alors il y a une guerre finale qui arrive? Oui, c'est exact. On aura beau essayer d'éviter cet Armageddon religieux, il y aura bien une guerre de religion. Quelle est la solution pour l'islam? Certains fanatiques déments disent « tuez-les tous ». Mais c'est trop. Ce n'est pas comme cela qu'on agit. Non, le génocide n'est pas une solution pour le monde musulman. Certains extrémistes de droite disent « jetez-leur une bombe nucléaire ». Mais nous devons vivre avec les musulmans. Ce qu'il faut faire, c'est séparer la charia de l'islam. Waleed, we're honored to have you. I need about 20 people who will join with me for $100. If you can give $500, if you can give $1,000, please do. Every single dime goes to this man's ministry. And I believe it's one of the most vital ministries that we've got in the world today. L'une des opérations de propagande les plus massives a eu lieu en 2008, juste avant l'élection de Barack Hussein Obama. 28 millions de DVD ont été envoyés gratuitement dans l'Amérique profonde, glissés comme des objets publicitaires à l'intérieur du journal, ou offerts aux fidèles dans les églises évangéliques. Le film s'appelle Obsession et aligne une jolie collection de fanatiques musulmans.
Le meilleur du pire de l'islam radical. الموت لأمريكا. You will take over USA. You will take over UK. Because Allah's religion will prevail on this earth. Obsession inaugure un nouveau genre cinématographique, le film d'horreur islamiste. That will fly over the White House and we will take over the whole world. Jack Moline a été classé par le magazine Newsweek comme l'un des rabbins les plus influents des États-Unis. Un matin, il a reçu lui aussi le DVD Obsession avec son journal. En tant que juif, le film lui a rappelé quelques très mauvais souvenirs. J'ai regardé très attentivement ce DVD. Je me suis demandé ce que ça me rappelait. Le protocole des sages de Sion. C'est un texte utilisé dans certaines zones de la planète où l'antisémitisme est bien enraciné. Il est prouvé que ce texte est faux. Il a été forgé pour faire croire à une conspiration menée par un petit groupe de juifs voulant contrôler le monde à travers la manipulation de la guerre et de la finance. La rhétorique était tellement similaire dans ce film, Obsession, que j'ai renommé le DVD Le Protocole des sages d'Arabie Saoudite. J'ai enquêté pour savoir qui œuvrait derrière tout ça. Et j'ai découvert la présence d'une organisation religieuse juive très à droite. Notre propre histoire de persécution devrait nous servir de leçon et nous empêcher de faire ça à d'autres. Nous avons voulu rencontrer les responsables de l'opération Obsession. Officiellement, le film a été produit à New York par le fonds Clarion. You have reached Clarion Fund, Press and Media Inquiries. No one is available to answer your call at this time. Un fonds qui appartient à une nébuleuse opaque. Quand on appelle, on tombe sur un répondeur. Personne ne renvoie jamais les appels. L'adresse n'est qu'une boîte postale. En 2010, le fonds Clarion produit un nouveau film, Le Troisième Djihad. Tout le film tourne autour d'un document rédigé il y a 20 ans par un individu isolé, membre des Frères musulmans. C'est un plan secret pour conquérir la planète. A strategy to infiltrate and dominate America. We all know about terrorism. This is the war you don't know about. Et dans une animation graphique qui fait peur, le film nous montre l'invasion planétaire des islamistes, de l'Amérique au Groenland et même jusqu'au pôle Nord. Nous nous sommes procuré le document original de l'ambitieux Frères musulmans. Au détour d'une phrase, on y découvre tout de même que l'affaire n'est pas dans le sac. Imagine un peu, dit-il, si nous arrivions à nous unir et à marcher du même pas. Il y a encore du pain sur la planche avant de planter le drapeau de l'islam sur la banquise. Et pourtant, cette œuvre un peu folklorique de quelques agités du complot a été utilisée comme outil pédagogique pour former la police de New York. L'affaire est dévoilée parce qu'un officier de police, choqué, a alerté le lobby des musulmans américains. Voilà ce qu'il montre à la police. Il montre des cinglés, des explosions. Regardez, ils montrent un texte écrit en arabe. Ça c'est mal, c'est diabolique. Ils essaient de faire passer le message négatif arabe, négatif musulman. Ils essaient de marquer les esprits, comme on fait une marque sur une vache, de faire entrer dans la tête des policiers que les musulmans sont mauvais. Ça veut dire qu'en fait, pendant des mois, des policiers ont vu un film de propagande. Exactement.
Et quand vous avez parlé aux responsables de la police, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont tout nié. Au début, quand on leur a parlé de la vidéo, ils ont dit « Non, non, nous ne montrons pas une vidéo comme ça ». Alors on leur a dit « Attendez, ce sont vos propres policiers qui nous appellent pour parler de cette vidéo ». Ils sont revenus vers nous pour nous dire qu'apparemment le film avait bien été projeté, mais que ce n'est pas l'un de leurs films et qu'ils vont s'en débarrasser. Aujourd'hui, la police de New York est extrêmement embarrassée par cette histoire. Ils insistent, ce film ne reflète pas leur position officielle et ils refusent par ailleurs de donner le nom de l'entreprise privée et le montant du contrat de formation. Pour rencontrer ces mystérieux formateurs, nous allons tenter notre chance dans un salon de la sécurité qui se tient chaque année à Phoenix, Arizona. À Border Security Expo, on traite 3 grands problèmes: frontières, terrorisme, immigration. Et on est à la pointe de la technologie. Good job. Has anyone given you a prohibited substance to transport through this checkpoint? No, sir. We have this mock bomb. Hide it in their luggage. It works with me. I want to try. Please describe in detail the contents of your backpack or purse. I only have a camera and books. No, this is great. I passed. Yeah. I'm a good terrorist. I think it's because it knew who you were. Le salon est fréquenté surtout par les forces de l'ordre. La police, les shérifs, les douanes, la sécurité intérieure, des gens sérieux, avec une arme à la ceinture. Ils sont venus écouter notamment des spécialistes en terrorisme islamiste. Et dans un séminaire, nous découvrons la présence d'un membre du groupe Clarion, Claire Lopez. Madame Lopez est venue expliquer aux policiers qu'on se trouvait à l'heure de la grande convergence entre toutes les forces du mal, tous unis contre l'Amérique. C'est une sorte de convergence des menaces. Et dans cette convergence des menaces, on voit l'Iran qui travaille avec tout le monde. Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah. Remarquez bien, ce sont des sunnites et des chiites. On dit qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble, aussi ils peuvent. Il y a aussi le KGB, les Nord-Coréens, les narcotrafiquants, le crime organisé, la Syrie et les talibans. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Les frères musulmans opèrent au plus haut niveau du gouvernement américain. Ils ont pénétré le gouvernement américain et les services de renseignement. Petit à petit, les frères musulmans deviennent formateurs pour le FBI, mais aussi pour d'autres organisations comme la CIA. Ils sont même invités à la Maison-Blanche. Max Blumenthal est journaliste. Depuis des années, il suit de près cette galaxie. L'époque lui rappelle le macartisme des années 50, quand la droite américaine voyait des infiltrés communistes partout. Le discours islamophobe qu'utilisent ces groupes dénonce moins la menace terroriste que la menace de l'influence des musulmans. Ce qui les inquiète, c'est que les musulmans gagnent de l'espace dans la politique, la finance, et qu'ils renversent les fondements de l'Amérique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme. C'est de la bigoterie ou du racisme. C'est une phobie. Ce n'est pas une peur rationnelle. C'est une phobie. Et les attaques contre les musulmans ne cessent de se multiplier. Un chauffeur de taxi new-yorkais a été poignardé. 2 Sikhs, des Indiens du Pendjab, ont été tués en Californie parce qu'ils portaient un turban sur la tête. Et des dizaines de mosquées sont profanées chaque mois.
Un incident a été filmé par des caméras amateurs et aussitôt posté sur Internet. Il a eu lieu ici, en Californie, à Yorba Linda, le 13 février 2011, lors d'un dîner de charité organisé dans cette salle municipale par une association musulmane. Des ultra-conservateurs avaient appelé à manifester contre la présence au dîner d'un imam dénoncé par eux comme extrémiste. Très vite, malgré la présence d'enfants, la manifestation déborde. La foule a été chauffée à blanc par des déclarations d'élus politiques locaux, appelant au meurtre. Let me tell you what's going on over there right now. Make no bones about it. That is pure, unadulterated evil. As a matter of fact, I know quite a few Marines who will be very happy to help these terrorists to an early meeting in paradise. Nous avons retrouvé l'une des familles présentes ce jour-là. Ce sont eux qu'on voit sur les images. Quand je me suis avancée vers l'entrée, il y avait la foule. J'étais horrifiée. J'avais vraiment très peur. J'avais peur que quelqu'un sorte de la foule et nous fasse du mal. Un homme a crié « Rentre chez toi, retourne dans ton pays !» Mais je n'ai pas compris. Je suis née ici, je vis ici, j'habite ici. De quel pays parle-t-il ? Quand les enfants sont arrivés, il y avait beaucoup de hurlements. Les enfants se sont sentis menacés parce que des gens plus grands qu'eux leur criaient dessus. Ça peut vraiment les traumatiser. J'ai demandé à mon père pourquoi il nous déteste tant. Il m'a répondu, ils ne nous détestent pas, ils ne nous connaissent pas. C'était difficile d'expliquer ça aux enfants. Ce n'est pas le genre de conversation qu'on a envie d'avoir avec de tout petits enfants innocents. Ils vous demandent sans arrêt « Pourquoi ? Pourquoi ?» Et puis, il y a un pourquoi, au-delà duquel vous n'avez plus envie de leur répondre. En juillet 2011, un cran définitif est franchi dans la violence. Un Norvégien islamophobe, Anders Breivik, tue 76 personnes à Oslo. Dans un long texte, il explique qu'il a voulu stopper l'islamisation de l'Europe. Robert Spencer est sa principale référence. Il est cité 68 fois. Juste avant le massacre d'Oslo, nous avions posé une question étrangement prémonitoire à Spencer. Est-ce que vous n'avez jamais peur que quelqu'un de faible d'esprit interprète mal vos propos et se mette à tirer sur des musulmans? Et vous? Vous n'avez jamais peur que quelqu'un déforme ce que vous dites et fasse quelque chose de mal? J'y pense. Eh bien, laissez-moi vous dire que si ça arrivait, vous n'auriez aucune responsabilité. Donc, vous n'avez aucune responsabilité? Bien sûr que non. Je n'ai jamais conseillé la violence. J'ai toujours défendu le respect de la loi. En février 2011, mauvaise nouvelle pour Spencer et Geller, la plus ancienne organisation des droits civiques, le Southern Poverty Law Center, les classe parmi les groupes qui prêchent la haine. Juste à côté du Ku Klux Klan. Nous allons découvrir que Spencer et Geller se sont affiliés à un mouvement européen que l'extrême droite la plus radicale pilote en sous-main. Le nom de cette nouvelle internationale, Stop à l'islamisation. Elle a été lancée par un Européen, Anders Gravers. Vous avez été inspiré par eux?
Oui. C'est Anders Gravers qui nous a demandé de créer Stop à l'islamisation de l'Amérique, à Pamela et moi. Il n'y a pas d'affiliation organisationnelle, mais nous travaillons pour la même chose. Liberté, démocratie et défense de l'égalité des droits. Liberté et égalité des droits, de bien belles valeurs. En décembre 2010, le réseau Stop à l'islamisation s'est réuni à Paris. Anders Gravers était là, bien sûr. Stop mass building, stop Sharia law, stop Sharia finance. Il y avait aussi des Belges, des Suisses, des Anglais. La rencontre était organisée notamment par un groupe français, le Bloc identitaire. À la tribune, son leader aligne les déclarations vaguement menaçantes. Ceux qui vous dirigent aujourd'hui à Paris, à Londres, à Bruxelles, sont des collabos de l'islam. Pour repousser l'islamisation, il faudra d'abord neutraliser politiquement ces collabos. Défi total, réponse totale. Dans les années 90, le vigoureux Fabrice Robert dirigeait Unité radicale, un groupe fréquenté par de jeunes néo-nazis et dissous par le gouvernement français. Ses leaders ont alors refondé une organisation au nouveau visage, le Bloc identitaire. Fini l'antisémitisme et la nostalgie pour les breloques du Troisième Reich. Le Bloc n'a plus qu'un unique ennemi, l'islam. L'islam n'a pas sa place en Europe. Certains des vôtres, comme vous le savez peut-être, étaient néo-nazis il y a 10 ans. Qui est nazi? Montrez-moi des preuves. C'est une campagne de dénigrement. Je ne vous crois pas. Les preuves, les voilà. Les deux leaders du Bloc identitaire, Philippe Vardon et Fabrice Robert, animaient un groupe de rock skinhead, Fraction Hexagone. Ils ont marqué l'histoire de la musique populaire d'une chanson au titre rafraîchissant, Une balle. Une balle pour les sionistes. Une balle pour les cosmopolites. Une balle pour les Yankees. Une balle pour les lobbies. J'ai eu un parcours radical dans ma jeunesse. Je le renie pas, loin de là. Maintenant, le discours a changé. Vous le reniez pas? Vous reniez pas d'avoir... Ça s'appelle du néonazisme quand même. Ah non, pas du tout. Nous étions un mouvement national révolutionnaire. Ah non, justement, c'était un mouvement qui était totalement en opposition avec les néonazis. Ah, enfin, une balle pour les sionistes, ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est néo-nazi? Je crois pas, non? Ça veut dire les juifs, non? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le Bloc identitaire appartient désormais à cette coalition où peuvent se côtoyer des extrémistes de divers horizons, tous cimentés par la haine vis-à-vis de l'islam. Du côté de la branche américaine, Robert Spencer suggère la tolérance. Si un groupe change de position, il faut évaluer s'ils sont vraiment sincères ou pas. Il faut juger au cas par cas. Un membre de notre équipe a adhéré au Bloc identitaire, avec une caméra cachée. Derrière des portes closes et sans témoins, un petit maître à penser lui a infligé un interminable discours sur la pureté raciale et contre le regrettable procès de Nuremberg qui condamna les dignitaires nazis. C'est une phrase qui m'avait marqué, il y a Nuremberg, c'est pas seulement le grand arien blanc qui a été condamné, c'est l'homme européen et les valeurs qu'il portait. C'est pour ça aussi que vous êtes des militants nationalistes, des militants identitaires. C'est pas seulement parce que vous avez un capital racial dans les veines qui porte ces valeurs génétiquement, presque. Donc là, je pense que l'ennemi, la grande bataille à mener aujourd'hui, c'est contre le métissage. Ça me semble énorme. Dans quelle famille aujourd'hui, il n'y a pas un métèque? On a tous une cousine qui est mariée avec un mec d'une race improbable, quoi. Là où je vois le danger, moi, c'est que les jeunes de chez moi, on trouve normal que, après tout, la négresse du coin, c'est un être humain comme toi et moi, on est égaux, elle est française. Là, il me semble le vrai danger. Contre le métissage, il n'y a pas de bataille navale, il n'y a pas de bataille militaire, quoi. C'est ou t'as une conscience raciale, ou t'en as pas. Et toi, je t'en veux pas, mais t'es pas de mon peuple, c'est autre chose. Toi, comme l'a écrit un autre penseur, tout animal ne s'accouple qu'avec un congénère de la même espèce. C'est dans Mein Kampf, c'est pour déconner. Ah oui, rien de tel qu'une citation d'Adolf Hitler pour détendre l'atmosphère. C'est un peu de provo comme ça, parce qu'il faut bien rire un peu, on peut pas faire que du sérieux tout le temps, quoi. La France n'a pas souffert des attaques islamistes du 11 septembre.
Alors, l'extrême droite va se creuser la tête pour fabriquer des traumatismes de rechange. La France accueille une importante population musulmane. Les quartiers populaires des grandes villes changent de visage. Une mutation qui inquiète certains Français. L'extrême droite va jouer de cette inquiétude en concentrant l'attention sur un quartier pauvre au nord de Paris, la Goutte d'Or. Ici, chaque vendredi, des musulmans débordent de la mosquée et prient sur la chaussée. Pendant 1 heure, les voitures ne peuvent plus emprunter 3 rues. Sur une radio nationale, la chef du principal parti d'extrême droite français, Marine Le Pen, se lâche sur la métaphore. Un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler, là, pour le coup. Certes, il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de soldats, mais c'est une occupation tout de même. An ordinary French citizen who was watching the Islamization of Paris decided that the world needed to see what was happening to his city. This is a Friday in Paris, filmed by hidden camera. The streets are blocked by a huge crowd of Muslim worshippers and it's enforced by private security. Aux États-Unis, les télévisions des évangélistes conservateurs diffusent des images qui font peur en caméra cachée. Voici pourquoi les braves gens du Tennessee sont convaincus que la France est tombée aux mains des islamistes. N'écoutant que notre courage, nous avons décidé d'aller nous aussi risquer notre vie au milieu des Mahométans ivres de conquête. Nous avons été reçus par Moussa Niembele, responsable de la sécurité de la mosquée. Là, vous avez une salle qui est là. 1 heure avant le début officiel de la prière, la mosquée est déjà bondée. Là, on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il y a trop de monde, mais vous pouvez vous avancer. À l'intérieur et à l'extérieur de la mosquée, nous avons à peu près 2000 personnes qui viennent. On arrive à entasser, c'est le mot, 800 à 1000 personnes dedans. Dans les locaux. Vous vous sentez bien en tant que musulman en France en ce moment? Se sentir bien, non. Mais vous savez, lorsque vous avez l'impression de bien faire, de faire de votre mieux en tout cas, et que vous avez des critiques derrière, ça vous décourage un tout petit peu. 200 mètres carrés pour 2000 fidèles, ça fait 10 musulmans au mètre carré, alors oui, ça déborde. Ça va bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. Monsieur Niembele tient beaucoup à respecter la loi. Je suis le responsable du service d'ordre et de temps en temps, je viens me présenter au cas où il y aurait des problèmes, je viens vous voir. Voilà. Et ce qui est valable pour vous, ça l'est pour vos collègues aussi. Je vois qu'elles sont très occupées. Vous leur transmettrez nos respectueuses salutations. Voilà, merci beaucoup. Il veille à ce que les gens ne se répandent pas trop. Qu'est-ce que vous lui avez dit, monsieur? Je lui ai dit de ne pas au moins boucher le passage cyclable, quoi. Cela fait 20 ans que les musulmans de Barbès demandent qu'on leur agrandisse leur mosquée pour éviter de prier dans la rue. Sans succès. En juin 2010, les télés et radios vont relayer le message d'une certaine Sylvie François, une Française de souche qui dit habiter à quelques mètres de la mosquée et affirme être soumise à l'oppression des musulmans. Moi, je suis habitante de la Goutte d'Or et depuis longtemps, même depuis plusieurs générations. C'est un quartier du 18e qui est très islamisé aujourd'hui. On y fait la prière dans la rue le vendredi, par exemple. Dans ma vie quotidienne, j'ai souvent le sentiment d'être regardée de travers. Parfois, je suis en but à des remarques un peu méprisantes parce que je ne suis pas voilée. Je ne suis plus conforme au quartier dans lequel j'habite. Les commentateurs nationalistes s'emparent aussitôt du témoignage de Sylvie François et hurlent à la guerre de religion. La vraie provocation, c'est que depuis des années,
on laisse la préfecture, la mairie, on laisse des milliers de fidèles faire la prière dans la rue. C'est absolument scandaleux. C'est un scandale. La vraie provocation, elle est là. Dans ce pays, quand l'État est faible, il y a des guerres de religion. Sylvie François, la courageuse habitante de la Goutte d'Or, lance une idée. Un apéro saucisson et pinard pour sauver ce qui peut encore l'être. Alcool et charcuterie, 2 interdictions islamiques, 2 produits impossibles à trouver dans son quartier, affirme-t-elle. Vous parlez des adversaires résolus de nos vins de terroir et de nos produits charcutiers. Parce que voilà, j'ai envie de défendre aussi ce qui fait notre identité et puis dans son côté culinaire, on va dire, qui est parfait. Pas de saucisson à la Goutte d'Or. Sylvie François n'a pas l'air de connaître son propre quartier. Et notamment la célèbre charcuterie au Cochon d'Or, qui vend du porc à quelques mètres à peine de la mosquée. La Goutte d'Or est un quartier pauvre, certes, mais ouvert. Ici se croisent des musulmans, des Françaises en short, des Juifs orthodoxes en noir et blanc, des Tamouls en sari coloré, et aussi, il est vrai, une bonne dose de petits trafiquants et de policiers. Oui, à la Goutte d'Or, il y a souvent des faits divers, mais pas l'ombre d'une guerre de religion. Comment Sylvie François peut-elle ignorer tout ça? Tout simplement parce qu'elle n'a jamais mis les pieds à la Goutte d'Or. L'opération Sylvie François est une manipulation du bloc identitaire. Un bidonnage. Pour l'extrême droite, c'est une réussite. Pendant 10 jours, les médias ont relayé benoîtement leurs mensonges. Des millions de Français sont désormais convaincus que la charia règne à Barbès. Et la peur du musulman a pénétré un peu plus profondément dans une société française fragilisée par la crise économique. Le mensonge est-il une arme légitime en politique? Nous avons voulu poser la question au leader du bloc identitaire, Fabrice Robert, assez content de son coup. Notre objectif était bien sûr de faire réagir les autorités sur un autre scandale, celui de l'occupation de plusieurs rues parisiennes pour la prière musulmane. Si j'ai bien suivi, il y avait une dame qui s'appelait Sylvie François qui disait être habitante de Barbès, qu'elle ne pouvait pas acheter de saucisson, elle ne pouvait pas acheter de vin. Tout était faux, elle n'existait pas. Est-ce que c'est pas un problème quand même de servir du mensonge pour poser les termes d'un débat public? Quand je vois les mensonges diffusés par les médias tous les jours, non, j'ai aucun scrupule. Après, c'est pas un mensonge. La figure de Sylvie François s'est transformée comme porte-parole d'un mal-être en France. Oui, mais elle n'existe pas. Enfin, concrètement, elle a parlé à la télé, à la radio, en disant « J'habite Barbès, je ne peux plus sortir, je ne peux plus boire de vin, je ne peux plus acheter de saucisson » et tout était faux. Je pense qu'il y a beaucoup de Sylvie François à Barbès. Oui, non, mais enfin, quand même, on ne peut pas avoir recours aux mensonges comme ça. Monsieur Morera, ça fait maintenant 4 ans que Riposte Laïque existe. Je suis stupéfait depuis 2 ans par le nombre de personnes qui nous écrivent en nous disant « Surtout, ne publiez pas mon nom. Je ne veux pas avoir d'ennui. » En l'occurrence, tout était faux. Mais attendez, vous avez répandu dans la société une idée fausse. Je crois qu'il ne faut pas faire du déni de réalité. Moi je vous parle juste d'un coup de communication. Enfin, vous n'avez pas le nier. Sylvie François n'habite pas à la Goutte d'Or, on est d'accord là-dessus. S'il n'y a pas de problème à Barbès, si on trouve librement du vin, si on trouve librement du saucisson, pourquoi nous avoir dit que c'était une provocation? Aux côtés de Fabrice Robert, il y a le groupe Riposte Laïque, 2 anciens militants d'extrême gauche ayant joint leurs forces à l'extrême droite. Je considère qu'en France, on devrait tous avoir on va dire une nécessité impérieuse qui est d'être islamophobe pour défendre la République, pour défendre la France. Que des gens puissent ne pas être islamophobes en France, ça me sidère. Et vous savez que la phobie, c'est une maladie. Hein. La phobie, ça se soigne. Arachnophobie, par exemple, c'est des gens qui s'évanouissent quand ils voient des araignées. Qui ont des terreurs comme ça, ils se mettent à trembler. Non. Ne jouez pas sur le double sens des mots, parce que c'est très bien. Ah non, la phobie, c'est une maladie. C'est classé par les psychiatres comme une maladie. Ce petit groupe rouge-brun est convaincu d'avoir imposé son discours islamophobe dans le débat public et au plus haut niveau du gouvernement.
Lorsque j'entends Claude Guéant se demander s'il n'y a pas trop de musulmans en France aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai déclaré en décembre dernier lors des assises sur l'islamisation. On considère que pour conquérir le pouvoir, encore faut-il conquérir les esprits avant. Il est clair que les prières dans les rues choquent un certain nombre de nos concitoyens. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements pose problème. Je dirais tout simplement. 6 mois après l'opération Sylvie François, le journal Le Monde rend public un sondage. 42% des Français pensent que la présence des musulmans est une menace pour l'identité française. Retour aux États-Unis. Ici aussi, les idées de la frange islamophobe la plus radicale s'insinuent peu à peu au centre de l'échiquier politique. Nous voici à Washington, D.C. Chaque année, la droite américaine s'offre un festival dans un grand hôtel, CPAC, la Convention des conservateurs pour l'action politique. Cette année, il y a 2 stars de l'ancien gouvernement Bush. L'ancien ministre de la guerre, Rumsfeld, et l'ex-vice-président, Dick Cheney. Ces hommes resteront dans l'histoire comme ceux qui ont profité des attentats du 11 septembre pour attaquer l'Irak. Une guerre qui, d'après la revue scientifique The Lancet, va coûter la vie à 600 000 musulmans irakiens pour des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Sans rancune. De toute façon, dans la salle, tout le monde a oublié. Tous? Non. Un jeune homme rajoute une ligne à leur CV. Les États-Unis sont la plus belle création de l'homme sur Terre. Les conservateurs américains développent leurs thèmes habituels. Trop d'impôts, trop d'aide sociale pour les pauvres, Obama est un communiste caché. Et cette année, il y a une nouveauté. L'islamisation de l'Amérique. Newt Gingrich veut être le prochain président républicain des États-Unis. Il a décidé de faire campagne sur l'imminence du danger de l'islam radical. Il y a des gens qui veulent nous tuer parce qu'ils veulent nous tuer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils pensent que nous sommes mauvais. Cela fait partie d'un mouvement mondial de gens qui veulent détruire la civilisation occidentale et imposer un modèle totalitaire, inacceptable pour n'importe quel Américain. Pamela Geller s'est invitée elle aussi, mais les organisateurs de l'événement ont tenu à préciser qu'elle n'était pas officiellement inscrite au programme, trop extrémiste. Pamela Geller est furieuse, elle croit savoir pourquoi les conservateurs lui font des soucis. Eh oui, parce qu'ils sont infiltrés, eux aussi. Le problème de CPAC, c'est qu'ils sont corrompus. Ils se sont compromis avec des agents des frères musulmans. Si vous regardez le programme de CPAC et regardez les titres de la presse, ils sont soit complètement nuls, soit complices. Moi, je crois qu'ils sont complices. Pamela Geller vient montrer un film qu'elle a produit sur le 11 septembre. Elle est venue avec des veuves. Et l'émotion arrive assez vite à son incandescence. I lost my only son, firefighter Christian Reaganhart, on 9/11. Before that, he served his country in the United States Marines. The American public has to know what really happened there. My son is an angel who was murdered by demons. In this attack that was orchestrated by demonic cave-dwelling barbarians.
Dans la salle, cette légitime colère contre un réseau terroriste se transforme en amalgame contre tous les musulmans. Moderate Muslims don't exist. The Quran states that infidels can be approached and invited into the religion, and once we say, quite innocently, no, thank you very much, I love my God, who I do not believe is Allah. I love my God, I'm happy here with Jesus, thank you very much. Once we say no thanks, then we may be killed. That is just it. Boom, boom. You want to come? No? Okay. Whoop. Islam hors d'Europe! 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 En mai 2011, les ennemis de l'islam se réunissaient à Lyon. 2 continents, seul le totem change. À Lyon, on vénère le cochon, animal tabou pour les musulmans. Vos libertés fondamentales, vos libertés publiques, pour défendre votre place d'homme libre. Aujourd'hui, nous consommons du halal sans le savoir. C'est insupportable. On consomme du halal, on finance l'islam, on finance les mosquées, on finance les imams. L'islam n'a pas sa place en Europe. Qu'ils aillent vivre leur foi en terre d'islam, en Afghanistan, au Pakistan, que m'importe. Mais qu'ils sachent une chose, c'est que la France et l'Europe ne seront jamais terre musulmane. Dans la soirée, des nationalistes avinés iront défendre les vraies valeurs de l'Occident chrétien en cassant la vitrine d'un vendeur de kebab mahométan.